Non, je voulais rapidement recadrer la journée dans l'ensemble du séminaire, puisque cette année, on a une thématique. Et donc, c'est aussi une manière de te canaliser, Bruno, parce que je sais à quel point tu peux être un fleuve qui sort de son lit, ce qui est ta propre générosité, un effet de ta propre générosité. Donc, l'enjeu, cette année, c'est le romantisme. Pourquoi la question du romantisme et en quel sens? C'est la question du romantisme par rapport aux discussions actuelles sur modernité ou post-modernité. Sommes-nous toujours dans un espace de modernité, quitte à ce qu'elle soit à renouveler, à réinventer, à reconstituer, ou sommes-nous passés dans une autre séquence qui classiquement s'appelle post-modernité? Ma thèse, c'est la première, et je ne crois pas du tout à la problématique de la post-modernité. La modernité, c'est fini, tu sais. Non, mais justement, voilà, ça, c'est la position, à mon avis, nihiliste, qui est celle de la déconstruction, etc. Moi, je suis partisan de la première, mais évidemment, ce point-là est à discuter. Or, dans cet espace-là, il se trouve que la question du romantisme reprend de l'importance parce qu'un certain nombre de personnes, par exemple partisans de la post-modernité, se réclament ou prétendent se réclamer du romantisme. De quel romantisme, c'est la question. Or, il apparaît que, bien sûr, le romantisme, lui qui s'est constitué fin du XVIIIe en Allemagne et XIXe en France, a été un peu au principe de la modernité, enfin a été en tous les cas avant. Donc, il y a deux questions, de toute façon, qui sont liées. Aujourd'hui, on va prendre plutôt, est-ce que le romantisme du XIXe siècle a-t-il été constituant de la modernité ou a-t-il été simplement une espèce d'intervalle entre le classicisme et une modernité qui serait postérieure? Et ce point-là a un enjeu, parce que la question, c'est quel est l'enjeu? C'est pas simplement, on n'est pas un séminaire d'histoire. Enfin, est-ce que ceci permet d'éclairer la manière dont le romantisme, la question du romantisme reviendrait ou non aujourd'hui, dans un tout autre contexte, qui cette fois n'est plus pris entre classicisme et modernité, mais entre, disons, post-modernité, éventuellement néoclassicisme, enfin, vous voyez, ces questions-là, premièrement. Donc ça, c'est une première dimension du séminaire. Deuxième dimension du séminaire, le romantisme, dans sa constitution, a pris principalement appui sur les arts, évidemment. La poésie, mais la musique, et en prenant d'ailleurs la musique comme le paradigme des arts. Certaines constitutions françaises, ceci s'est fait contre les sciences. Alors, en vérité, le romantisme allemand, qui s'est constitué préalablement à la fin du XVIIIe, lui, au contraire, a pris appui, ce qu'on sait mal ici en France, sur les mathématiques et en particulier sur l'algèbre. Je renvoie au livre de Timmermans, qui est absolument palpitant, enfin, passionnant là-dessus, en particulier dans la version Novalis. Donc, mais disons, dans la version que nous, on connaît mieux du romantisme du XIXe et en particulier du romantisme musical, ça prend plutôt la forme d'un mouvement opposé aux sciences, sachant que de manière contemporaine aux sciences et au romantisme du XIXe, il y a évidemment la constitution du positivisme, qui est une version évidemment elle-même extrêmement problématique des sciences, qui s'est présentée comme rivale du romantisme en disant que finalement le paradigme, cette fois, disons, des vérités ou de la pensée humaine ou de l'émancipation humaine se trouve du côté des sciences et non pas du côté des arts. Ce qui fait qu'une partie du XIXe s'est présentée dans un débat, une opposition rivalité entre romantisme et positivisme, c'est-à-dire est-ce que le paradigme de l'émancipation humaine est du côté des arts ou du côté des sciences. Ceci, je vous signale, reprend aussi une actualité aujourd'hui parce que le prétendu post-modernisme, son rapport, etc., s'accompagne évidemment de la philosophie analytique et du néopositivisme, enfin s'appuie aussi sur le néopositivisme qui a pris une importance, comme vous le savez, à partir de Vienne, etc. Donc, or ça, c'est des questions qui, dans notre séminaire MAMUPHI, mathématiques, musique, philosophie, évidemment, nous intéressent directement cette question-là. Donc, est-ce que, vous voyez, quels sont le rapport de rivalité entre romantisme et positivisme? Est-ce que c'est des rapports importants? Moi, je ne les crois pas du tout, mais enfin, chacun, voilà. Bon. Cette question-là. Troisième question, propre à ce séminaire aussi,
qui est corrélative de ce que je viens de dire, c'est est-ce que donc le romantisme aurait été un mouvement qui n'aurait touché de l'intérieur que les pensées artistiques, ou est-ce qu'il a touché les pensées scientifiques, et en particulier directement la pensée mathématique? Donc en fait, est-ce qu'il y a eu dans les mathématiques modernes ou les mathématiques à partir du 19e quelque chose qui permettrait d'identifier une composante romantique des mathématiques? Je ne parle pas des mathématiciens. Mathématiciens, évidemment, il y avait des mathématiciens romantiques, mais pas forcément au titre d'être mathématiciens. On peut dire que Évariste Galois était romantique en un certain sens, mais de là à dire que la théorie des groupes de Galois est romantique, ça, évidemment, ça n'a pas immédiatement de choses à voir. En tous les cas, donc ça, c'est une question qui nous intéresse aussi ici, c'est-à-dire est-ce que la question du romantisme à l'époque du 19e, mais comme aujourd'hui, voilà, qui est donc une troisième question. Voilà, donc c'est un peu au regard de ça qu'on est heureux aujourd'hui de pouvoir traiter avec toi la question de Liszt, bon, sachant que bien sûr il y a eu énormément de discussions sur la modernité ou non de Liszt, en général qui est accroché à ses dernières pièces, les pièces atonales, bagatelles sans tonalité, etc. Il y en a une version qui est comme ça, mais qui est à ce moment-là, on voit bien, qui accroche la modernité d'une façon à quelque chose qui est la fin du romantisme, non pas l'intérieur lui-même. Et d'autre part, d'avoir tout à l'heure une intervention sur la peinture aussi avec Delacroix et Baudelaire. Je rappelle aussi une quatrième composante du séminaire, parce qu'elle nous intéresse directement, elle est liée à ma propre intervention il y a un mois, qui est la compréhension du romantisme est très liée à la compréhension de ce qu'on appelle le fragment, parce qu'il est clair que le romantisme s'est présenté contre le classicisme, en mettant en avant une problématique du fragment, c'est-à-dire non plus une problématique du tout unifié. Bon, en musique, c'est particulièrement clair dans la forme sonate, le style classique, je vous rappelle, au livre de Rosen, enfin, qui montre que, qui soutient la thèse que l'unité de la sonate, elle est précisément comme un tout équilibré avec résolution des contradictions, etc. On voit bien que le romantisme, lui, s'est présenté comme quelque chose qui n'assume plus cette figure du tout, et donc qui promeut le fragment. Mais à partir de là, on a aussitôt une divergence immédiate, enfin le fragment se divise en deux, entre une conception qui est alors justement celle que reprend à l'abondance les postmodernes, c'est-à-dire le fragment comme fragmentation, c'est-à-dire fragmentation d'un tout, ce qui va avec toute la promotion actuelle de la déconstruction, etc., qui est, encore une fois, à mon avis, un point de vue purement nihiliste, enfin, ou une autre conception du fragment qui n'est plus du tout issue de la fragmentation et qui est celle que, par exemple, Henri Lefebvre, à mon avis, a remis à l'ordre du jour au début des années 1960, je renvoie à mon exposé la semaine dernière, il y a un mois, qui est le fragment comme fragment de possible, c'est-à-dire l'idée que le romantisme aurait à voir avec la promotion du possible et non plus simplement de l'effectif, et que le possible ne se présente pas comme une totalité possible, ça serait une forme à ce moment-là uniquement utopique, mais comme des fragments de possible. Ce qui renvoie directement à la proposition de Mallarmé, l'action restreinte, c'est-à-dire toute action qui prétend mettre à l'ordre du jour du possible, le fait forcément sous une forme fragmentaire. Donc le fragment n'est plus le résultat de la fragmentation d'un tout classique, mais c'est tout à fait autre chose. C'est une construction d'une forme régionale parce qu'il n'y a pas immédiatement de mise à l'ordre du jour global d'un possible, de quelque chose de possible. Alors, je vous signale aussi que cette question-là, à mon avis, a à voir directement avec toute la problématique moderne en mathématiques, qui est celle des complexes, l'analyse complexe, parce qu'on peut interpréter, ce que j'ai fait moi pour ma part en tout cas, comme le passage de l'analyse réelle à l'analyse complexe, comme la prise en compte non plus simplement des effectivités, d'ailleurs des nombres réels, mais des possibilités dites imaginaires, mais qui en fait peuvent être interprétées comme des possibilités des situations. Je pense qu'il faut interpréter une grandeur complexe comme liant des nombres effectifs et des grandeurs de possibilités, et toute l'analyse complexe. Or, toute l'analyse complexe, c'est le cœur du 19e en mathématiques. Hein, vous voyez, donc on a tout cet ensemble-là à propos du romantisme,
Et c'est ça simplement ce que je voulais rappeler un peu comme contexte général pour à la fois ton exposé et celui d'Éric Brunier. Donc merci Bruno. Du point de vue des horaires, donc on a jusqu'à 13 heures, oui, avec la discussion.